Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation des libertés en Algérie. Une résolution très forte, rédigée sur un ton particulièrement grave. Une résolution en 20 points, dont le premier est adopté en les termes suivants. Je cite. Condamne fermement l'escalade des arrestations et détentions illégales et arbitraires et du harcèlement juridique dont sont victimes les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les syndicalistes, les avocats, les membres de la société civile et les militants pacifiques en Algérie, qui ferment toute possibilité de dialogue politique sur la révision constitutionnelle non démocratique et entrave l'exercice des libertés d'expression, de réunion et d'association, dénonce le recours à l'introduction de mesures d'urgence dans le contexte de la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour restreindre les droits fondamentaux du peuple algérien. Fin de citation. Rappelons qu'il y a un peu plus d'un an, le 28 novembre 2019, le même Parlement européen avait adopté une résolution du même genre en 14 points, dont le premier est adopté en les termes suivants. Je cite. Le Parlement européen condamne vivement l'arrestation arbitraire et illégale, la détention, les intimidations et les attaques de journalistes, de syndicalistes, d'avocats, d'étudiants, de défenseurs des droits de l'homme et de la société civile, ainsi que de tous les manifestants pacifiques qui participent aux manifestations pacifiques du Hirak. Fin de citation. Cette résolution, celle de l'année passée, avait soulevé un tollé au sein du régime algérien et de ses relais les plus zélés, qui avaient dénoncé en des termes très violents ce qu'ils avaient qualifié d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et il ne faut pas douter que celle d'aujourd'hui va subir le même sort dès demain, qu'elle va être qualifiée d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. La question est donc de savoir s'il y a eu ingérence. Alors, rappelons d'emblée que cette résolution a été votée par le Parlement européen, c'est-à-dire par les représentants des peuples européens et non des États européens. En l'occurrence, il est question de vigilance et de soutien de peuples à d'autres peuples, en plus du fait que ces résolutions ne sont pas contraignantes. Rappelons aussi que l'Algérie, à travers ses représentants, c'est-à-dire le régime algérien, est signataire d'un accord d'association Union européenne-Algérie, dans lequel elle s'engage, entre autres points, au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, un principe essentiel de l'accord qui inspire les politiques internes et internationales des parties concernés. Rappelons aussi que l'Algérie est signataire des conventions internationales sur les droits de l'homme, dans lesquelles elle s'engage à présenter des rapports périodiques sur l'état des droits de l'homme et libertés fondamentales au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Rappelons aussi que l'Algérie est signataire d'autres pactes et conventions qui l'engage au respect des droits de l'homme et des libertés. Rappelons aussi que dans sa propre constitution, dans ses propres lois et dans toutes ses déclarations officielles, le régime algérien s'engage pleinement à observer scrupuleusement ses obligations en termes de respect des libertés et des droits de l'homme. Rappelons aussi que le régime, par le biais des chefs de l'armée, c'est-à-dire des maîtres du pouvoir, et du président imposé aux Algériens par la même armée,
a publiquement, solennellement et à plusieurs reprises salué le Hirak qu'ils ont qualifié de Hirak el-Mubarak, le mouvement social béni. Rappelons enfin que ce régime a ouvertement et de manière très brutale réprimé ces manifestations pacifiques du Hirak béni, du Hirak el-Mubarak, dans le même temps où il a instrumentalisé une justice aux ordres pour faire incarcérer les principaux hirakistes et les plus visibles parmi eux. Qualifier cette résolution du Parlement européen d'ingérence relève donc de la pure affabulation, de la pure manipulation et de la fuite en avant. C'est un peu comme si ce régime ne signait les traités, les pactes et les conventions internationales qui l'engagent à respecter les droits de l'homme et les libertés que pour se faire passer pour une démocratie. Dans le même temps où il foule aux pieds les droits de l'homme et les plus élémentaires des libertés de ses citoyens. Et quand les propres partis internationaux avec lesquels il s'était engagé lui font la simple remarque par des résolutions votées démocratiquement, par les propres représentants des peuples, alors il crie à l'ingérence et bat le rappel de toutes ses troupes, de tous ses relais, pour tenter d'attiser ce patriotisme éculé qui n'a d'autre rôle qu'à rouler les peuples dans leur propre farine. Chers collègues, par cette résolution, nous exprimons notre soutien au peuple algérien, qui reste uni et pacifique face à l'adversité d'un régime qui réprime, qui arrête, qui harcèle depuis des mois, et la pandémie a empiré la situation. Comme nous l'avons fait et continuons de le faire pour les mouvements pro-démocratie en Bélarus ou à Hong Kong, nous avons le devoir de prendre des mesures nécessaires à la défense et la protection des défenseurs des droits de l'homme en Algérie. Cette semaine, l'opposant politique Karim Tabou rappelait dans sa lettre ouverte à M. Macron que c'est le peuple algérien qui doit être soutenu et non le régime rejeté par celui-ci. Les promesses du chef d'État algérien, M. Tebboune, pour une Algérie nouvelle, plus démocratique et plus libre sont restées un slogan. La révision de la Constitution aurait dû donner un gage d'ouverture, d'apaisement, mais elle a échoué tant dans son processus de consultation que dans son processus référendaire. Tous les indicateurs sont dans le rouge aujourd'hui en Algérie. Arrestations arbitraires, intimidations, mauvais traitement des journalistes. De nombreux militants et journalistes aujourd'hui condamnés et ou emprisonnés ne demandaient rien d'autre que des réformes profondes pour un état de droit, une gouvernance transparente, une presse libre, une justice indépendante. Nous demandons la libération immédiate de ces journalistes, de Khaled Drareni ainsi que de tous les détenus d'opinion, l'arrêt du harcèlement judiciaire à l'égard des opposants politiques. Mais nous demandons aussi que l'accord d'association UE-Algérie, basé sur le respect des valeurs communes comme sont l'état de droit, puisse être respecté par toutes les institutions européennes, la Commission, le Conseil et le Parlement. Merci. Vous venez d'écouter Marie Arena, dont mon ami Sidi Ahmed, expert senior aux Nations Unies, m'a écrit tout à l'heure pour me dire tout le bien qu'il pense d'elle, cette grande amie du peuple algérien qui, encore une fois, avec d'autres députés européens, a réussi l'exploit de fédérer les députés du Parlement européen et fait voter à une écrasante majorité une somptueuse résolution qui condamne sans nuance les dérives autoritaires d'un régime qui viole tous les accords et conventions internationaux en matière de liberté et de droits de l'homme. Alors, Algérie, résolution de l'Union historique, résolution de l'Union européenne, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Ah, je ne trouve pas mon running order. Alors, pardon,
Pardon. Alors, d'abord, avec nous, ici, sur le plateau, Nordin Aoussat, conférencier, auteur. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Sidi Jamal. Merci beaucoup. Alors, au téléphone ou en Skype, nous aurons depuis l'Algérie Issa Rahmoun, maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Assia Geshoud, militante politique et hirakiste très connue qui sera avec nous depuis Genève, enfin depuis Strasbourg. Merci Nordin Aoussat. Pierre Audin, que j'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui, fils d'un couple qui n'est plus à présenter pour les Algériens, fils de Josette et Maurice Audin. Et nous aurons Abdelwahab Farsawi, président du RAJ, Rassemblement Action et Jeunesse. Nous allons commencer par accueillir Issa Rahmoun. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Oui, monsieur le Khair, c'est Jamal. Pour tous les invités, c'est Nordin Aoussat, Wahab ou Assia Geshoud. Et un salut particulier à monsieur Audin, qui nous honore effectivement par sa présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Alors, Issa Rahmoun, je suis tenté de commencer par vous pour vous poser, de nous dire ce qu'est qu'une résolution du Parlement européen. Issa Rahmoun? Oui, je vous entends. Oui, je vous demandais ce qu'est une résolution du Parlement européen. Le Parlement européen, tout d'abord, est une institution où des eurodéputés sont élus au suffrage universel, représentant les pays qui sont membres de l'Union européenne. Une résolution est une décision politique qui n'a pas de contrainte sur l'État dont la résolution est le sujet. Qui n'a pas de contrainte aussi sur les États membres de l'Union européenne. C'est une résolution qui a une force morale et politique à la fois, on peut dire que c'est une sorte de pression sur les États membres de l'Union européenne, surtout quand il s'agit des pays de la rive sud de la Méditerranée ou de l'Est de l'Europe qui ne sont pas membres de l'Union européenne, où la politique européenne a tendance à s'ouvrir vers ces deux régions en particulier, Algérie, Tunisie, Maroc, dans des accords d'association revisités en janvier 2012, dans le cadre de la politique européenne de voisinage, qui contraint moralement et politiquement, qui exerce une pression sur les États parties de cet accord européen de voisinage. Mais la résolution, la réunion du Parlement européen, le cas Algérie n'est pas seulement le point inscrit à l'ordre du jour. Il y a d'autres cas de pays comme la Bélarussie, je pense, et l'Éthiopie qui sont inscrits aussi dans l'agenda des travaux du Parlement européen. Il faut noter que c'est la deuxième résolution du Parlement européen en l'espace d'une année sur l'Algérie, sur la question des droits de la personne humaine, sur la question de la liberté d'expression, sur la question des libertés individuelles et collectives, en général sur les questions des droits humains. Vous savez que la Commission européenne, dans le cadre de l'accord européen de voisinage, de la politique européenne de voisinage, est liée avec l'Algérie dans ce sens. Et l'article 2 de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne stipule clairement que l'accord peut être remis en cause en cas de non-respect de l'Algérie de la question des droits de la personne humaine, de la démocratie, de la promotion et de la défense des droits de la personne humaine et de la défense des défenseurs. Voilà à peu près ce qu'est une résolution du Parlement européen. Elle n'est pas contraignante, elle a une force morale et politique sur les États membres de l'Union européenne et sur l'État qui contracte un accord d'association avec l'Union européenne. Merci. Restez avec nous. Alors, j'accueille Pierre Audin,
Merci d'avoir accepté notre invitation, Pierre Rodin. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, Pierre Rodin, vous qui êtes le fils de ce couple mythique pour les Algériens, de Maurice Audin qui a donné sa vie pour libérer ce pays, et de votre maman Josette qui a milité toute sa vie, même après l'indépendance, pour ce pays qu'elle aimait tant. Quel sentiment éprouvez-vous, vous, le fils de ce couple très aimé, très estimé des Algériens, quand vous vous rendez compte que finalement, plusieurs décennies après l'indépendance, nous en sommes encore là, sous la férule d'un régime despotique, mafiocrate, prédateur, et qui se fait condamner de cette façon par les autres peuples de l'Europe? Voilà, vous avez tout dit, je pense. Ma mère était désespérée de voir comment était l'Algérie alors qu'ils se sont battus et que mon père a donné sa vie pour l'Algérie. C'est effectivement quelque chose qui l'a désespéré de voir que c'était très très loin de ce pourquoi ils se sont battus. Au moment où mon père a été arrêté, les communistes algériens étaient de moins en moins nombreux parce qu'il y avait beaucoup d'arrestations et beaucoup aussi de gens qui quittaient le combat, quoi, et changeaient de camp éventuellement. Et donc, le cloisonnement prévu au sein du Parti communiste algérien était difficile à tenir. Mon père et ma mère s'occupaient d'héberger et de planquer des militants du Parti communiste algérien. Mais en même temps, ils étaient obligés de s'occuper de la presse du parti. Et au moment où mon père a été arrêté, en fait, ça faisait quelques jours qu'ils étaient en train de chercher à louer sur Alger plage même, pour que ce soit un peu isolé des autres habitations, une villa où ils puissent installer la Ronéo, l'imprimerie du journal du Parti communiste algérien de l'époque qui s'appelait Liberté. Aujourd'hui en Algérie, il y a aussi un journal qui s'appelle Liberté, qui connaît quand même un certain nombre de difficultés, en particulier les accès en ligne avec le pouvoir algérien à l'heure actuelle. Les journalistes sont maltraités par le pouvoir actuel. C'était comme ça sous Bouteflika, c'est comme ça maintenant sous Tebboune. Bouteflika, il était absent, Tebboune, il est absent. Il ne s'est pas passé grand-chose de nouveau. On avait un vieillard, on a toujours un vieillard qui ne comprend pas que l'Algérie est un pays de jeunes et que les jeunes, ils ont besoin de s'exprimer, besoin de vivre dans leur pays, de ne pas se sauver ailleurs. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très loin de ce pourquoi mes parents se battaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'il fallait pour essayer de construire un pays qui soit indépendant, mais qui soit en même temps multiculturel, qui donne la possibilité à tous les Algériens de vivre décemment, correctement. Les Algériens ont plein d'idées, les Algériens ont plein de ressources, et ils sont coincés par le système actuel. Il n'y a pas moyen d'avoir un système Internet qui fonctionne bien, il n'y a pas moyen d'avoir une presse qui fonctionne bien. Et je reviendrai à vous dans un petit instant pour vous demander de nous dire ce que vous pensez de ce phénomène absolument effroyable, épouvantable, qui est celui des harragas. Je reviendrai à vous dans un petit moment. Nourdine Oussat, merci encore une fois d'être avec nous. Nourdine Oussat, l'année passée, il y a quasiment une année, c'était le 28 novembre, l'autre résolution qui était moins forte que celle-ci, beaucoup moins forte, 14 points au lieu de 20, et rien à voir pour ce qui est de l'article 1er de la première résolution, de cette fois-ci, elle est vraiment très forte. D'abord, est-ce que nous pouvons dire que cette résolution est historique? Absolument. Moi, je pense que cette résolution, on est arrivé à un stade où aussi bien
les considérés, tout ce qui est rappelé, que les résolutions sont très très fortes. Quand on voit déjà le point E, où il est dit qu'entre le 30 mars et le 16 avril 2020, il y a eu 3 communications qui ont été adressées au gouvernement algérien dans le cadre des procédures spéciales des Nations Unies. Vous vous rendez compte, en 15 jours, 30 mars, 16 avril, le point E. Donc, 3 communications, ont été, quelques mois après, le 27 août, et notre résolution spéciale Khaled Dararni. Oui. Et ce qui est bien aussi, je souris un peu, et c'est un peu le désarroi et je dirais le dégoût qui me pousse à sourire, c'est que ça tombe sur Khaled Dararni. Khaled Dararni, il montre un peu non seulement l'incompétence, mais surtout l'irresponsabilité de tout le monde, en quelque sorte. À commencer par Abdelmajid Tebboune, qui, avant le jugement, se prononce sur le Khaled Dararni, le traite d'espion, de balance, voilà, Khabarji, oui. Encore, c'est même pas dans des termes, je dirais... Avant qu'il ne soit jugé. Avant qu'il ne soit jugé. Ce qui peut être interprété comme une injonction à la justice de le condamner. Absolument. Oui. Là, il n'y a pas de présomption d'innocence. Absolument. Ouais. Et le ministre de la Communication qui dit qu'il n'est pas un vrai journaliste. Oui. Alors que s'il y a bien un, je dirais, dont on ne peut douter que c'est un journaliste, c'est bien Khaled Dararni, qui a interviewé Macron. Et qui a interviewé Tebboune. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. Qui a interviewé Macron lors de sa visite en Algérie et qui a interviewé Abdelmajid Tebboune pendant la campagne électorale. Et le ministre de la Communication qui dit ce n'est pas un vrai journaliste, pas un vrai journaliste parce qu'il n'a pas une carte de presse. Voilà. Vous imaginez un peu. Ça, c'est un peu je dirais le double. L'incompétence de tout le monde, de tous ceux que j'ai cités, et l'irresponsabilité. Là, on voit le travail. On voit bien la responsabilité, on voit bien la compétence. C'est très précis, tout ce qui est rappelé, avec tout est précis. Un traçage véritablement une véritable traçabilité de A à Z. Oui. Les dates, les faits, noms, les violations. Faits, tout est dit de façon précise. Et pourtant, ça n'a pas empêché l'année passée ce régime de parler d'ingérence. Et cette année aussi, je vous le donne en mille, je parie tout ce que vous voulez, que dès demain, les relais habituels vont se précipiter sur l'aubaine, entre guillemets, pour nous dire que c'est une ingérence. Est-ce que c'est une ingérence ? Il y a rien. C'est factuel et c'est tracé, sourcé. Oui. Toutes les résolutions engageant l'Algérie et sur lesquelles l'Algérie s'est engagée, soit des conventions internationales qu'elle a ratifiées, soit des accords qu'elle a signés et dans lesquels il y avait ces considérations-là, notamment l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, où il y a de l'argent. L'Union européenne, elle a engagé de l'argent, d'accord, pour des projets et d'autres, mais qui sont conditionnés au respect de ceux qui engagent l'Algérie, les valeurs humaines et les droits fondamentaux, et l'Union européenne. Donc, on ne peut pas parler là, leur turpitude, je veux dire, et leur gabegie et leur fuite en avant, je pense qu'elle va se heurter maintenant au mur de la vérité. Et je reviendrai à vous justement pour vous demander tout à l'heure de bien nous expliquer pourquoi ce n'est pas une ingérence, de nous expliquer la différence entre Parlement et Union européenne, les peuples et les États, mais aussi ce que c'est que le poids moral et l'engagement qu'on prend quand on signe des traités, des conventions. Absolument. Je reviendrai à vous. Alors avec nous, Assia Gueshoud, militante politique et hirakiste bien connue des réseaux sociaux. Assia, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, salam alaikum. Assia, on ne vous entend pas, pardon. Oui, vous m'entendez ? Voilà, là on vous entend. Oui, salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, Assia, donc vous qui avez milité, je rappelle que vous aviez été de cette dynamique de la marche
J'ai peur encore de me tromper, de dire la même chose, Bruxelles à chaque fois, au lieu de Genève, qui avait fait c'est Genève. Voilà, Genève, qui avait fait cette marche jusqu'à Genève pour remettre une lettre à l'ONU. Et ça a fait tout team en Algérie. Et donc, vous êtes un peu une habituée de ce genre de démarche. Alors, d'abord, moi, je suis tenté de vous poser une question par rapport à la déclaration de M. Macron sur son ami Tebboune qu'il soutient, sur sa transition, la transition de Tebboune, pas celle du Hirak. À votre avis, cette résolution, est-ce qu'elle ne va pas être un peu en porte-à-faux avec tout ce que nous a dit M. Macron? Oui, alors effectivement, donc cette résolution vient pratiquement pile poil à 2 jours près avec celle qu'il y a eu il y a un an. Donc c'était le 28 novembre 2019. Et ce jour-là, justement, moi j'étais au Parlement européen pour assister au débat et en plus j'avais réussi à me faufiler. On a vu la vidéo qui circule vous montrant en train de vous faufiler à l'intérieur oui. J'ai déjoué donc la sécurité pour aller remettre une lettre au président du Parlement européen ce jour-là pour dénoncer les arrestations arbitraires. À ce moment-là, il y avait Karim Tabou, etc. Enfin, il y avait beaucoup d'activistes qui étaient en prison. Donc j'ai réussi à remettre cette lettre au secrétariat du président et quelques mois donc plus tard nous avons fait cette marche vers Genève. Donc ça s'inscrit dans la continuité et la remise de la lettre au commissariat des droits de l'homme. Là, le confinement ne m'a pas permis d'assister à ce débat en plénière à Bruxelles, malheureusement. Ça aurait été à Strasbourg, à la limite, ça aurait été possible, vu que je suis à Strasbourg. Mais ce que je peux souligner, c'est que là, ça vient totalement contredire en fait Macron et lui rafraîchir la mémoire. Parce que si on revient en arrière, un an en arrière, si Macron ne s'était pas prononcé suite aux élections et à la mise en place de ce président donc désigné par les généraux, c'est aussi parce qu'il y avait eu cette résolution qui avait été votée au Parlement européen. Donc il tâtonnait un petit peu, il attendait de voir où ça allait mener. Finalement, un an après, il y a à nouveau cette résolution et Macron, il y a très peu de temps, s'est prononcé en voulant soutenir Tebboune et une soi-disant transition. Donc là, aujourd'hui, le Parlement l'a totalement contredit. En lui montrant qu'il n'y a pas de transition, qu'il y a réellement un manquement aux droits de l'homme en Algérie. La signature du pacte international des droits civils et politiques, la France en fait partie. Elle a non seulement l'obligation de le respecter, mais aussi de le faire respecter par les pays signataires. Donc voilà, donc aujourd'hui, finalement, moi, ce que je peux dire en tant que citoyenne habitant en France, je peux, grâce à cette résolution, faire des pressions aussi sur le gouvernement français, sur Macron, pour lui dire arrêtez de soutenir ce régime. Je vais revenir à vous, Assia Gchout, pour vous poser cette question justement sur l'utilité de cette résolution pour les hirakistes de la diaspora. Est-ce que ça pourrait leur servir dans leur pays de résidence respectif et en quoi elle pourrait leur servir? Et nous accueillons Abdelwahab Farsaoui, président du Rassemblement Action et Jeunesse. Il n'est pas encore avec nous. Alors je reviens à Pierre Rodin, à Aïssa Rahmoun, excusez-moi. Aïssa Rahmoun, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, Aïssa Rahmoun, je suis tenté de vous poser la même question que celle posée à Nordin Aoussat, vous qui êtes en Algérie, qui connaissez un peu les méthodes et les méthodes éculées, j'allais dire, du régime algérien, celle notamment de l'agitation des épouvantails de la main étrangère, de l'ingérence. Est-ce que nous pouvons parler, en l'occurrence, d'ingérence? Est-ce que le régime pourra continuer à tromper l'opinion publique algérienne en parlant d'ingérence, de menaces de l'OTAN sur notre pays, etc., etc. Le régime ne peut plus tromper les Algériens avec ce discours qui est arrivé à son terme, parce que durant plusieurs années,
l'épouvantail de mains étrangères, n'est plus à la mode. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme disait, quand un pays est engagé, a engagé sa responsabilité politique et diplomatique quant à la signature de conventions, de pactes et d'accords, il est soumis à sa signature, à ses engagements. Et aujourd'hui, les Algériens comprennent qu'on ne peut plus vivre seul, ghettoisé, dans un monde qui est globalisé en fin de compte, que le standard international de respect des droits de la personne humaine et des droits fondamentaux, ce n'est plus un luxe pour le vieux continent ou les États-Unis d'Amérique ou les pays développés. C'est une revendication très importante. Aujourd'hui, le régime algérien, je le compare à ce cadavre encerclé. C'est un cadavre encerclé par les Algériens, par le peuple algérien. Le rôle qu'a joué la diaspora, le rôle qu'a joué les organisations de la société civile. Je me souviens que depuis 2009, pratiquement, on effectuait des visites de plaidoyer à la Commission européenne, au Parlement européen, au Quai d'Orsay. On a frappé à toutes les portes pour déposer des rapports alternatifs quant à la situation des droits de la personne humaine en Algérie, et toutes les portes étaient fermées, presque fermées. Aujourd'hui, le peuple algérien, la contribution de nos citoyens installés à l'étranger, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde, ont contribué à déverrouiller l'information sur l'Algérie, ont contribué à lever l'omerta qui s'exerce sur la situation des droits de l'homme, de la démocratie, des Algériens en général. Aujourd'hui, le double combat que mène le peuple algérien, c'est un combat à l'intérieur. Le régime est encerclé à l'intérieur, mais aussi sur le plan diplomatique et en dehors du pays. C'est extraordinaire ce qui arrive en ce moment avec la deuxième résolution du Parlement européen. Ils ne vont pas nous dire aujourd'hui que c'est une forme d'ingérence parce qu'il s'agit de députés, et un député, il représente un mandat populaire. Il représente des courants, différents courants de partis politiques, d'idéologie politique européenne. La première, on n'a pas vu d'ailleurs les Badissiyens novembariens ou les chiétines Nizam. Quand Macron a salué son ami, son copain, Tebboune, il l'a encouragé dans sa transition à lui. Et qui a dit « je ferai tout pour soutenir ce courageux M. Tebboune ». Ben oui, il est dans son mandat. Et là, ce n'est pas une ingérence, hein, ce n'est pas soutenir quelqu'un qui a été imposé au peuple algérien par des généraux, ce n'est pas une ingérence. On a mal compris M. Macron. C'est une ingérence avérée. Et je rends un hommage à Mohsen Belabès et Karim Tabou qui ont eu des mots très pédagogiques, très importants pour très fort aussi, très fort aussi pour dénoncer cette tentative, cette ingérence. C'est pas une tentative, c'est une ingérence claire, nette et précise. On n'a plus besoin que des États, que des chefs d'État d'autres pays s'occupent. Mais Issa Rahmoun, excusez-moi de vous avoir interrompu. Alors, comment ce régime d'arrière-garde, j'allais dire, qui utilise des méthodes vraiment dépassées, parvient-il encore à convaincre une partie de la société algérienne qu'il y a vraiment ingérence, que nous risquons d'être envahis par l'OTAN? Ce sont une propagande qui est véhiculée à travers les télévisions, à travers les journaux, à travers des discours politiques. Ils leur disent « Attention, si vous continuez comme ça, vous allez être envahis par l'OTAN comme en Libye. Attention, c'est l'Israël qui est derrière des hérakistes. » Comment fait-il ce régime en 2020 pour continuer à rouler dans la farine une partie importante de la société algérienne? Vous savez, c'est Jamal, je pense qu'il faut rendre hommage aux journalistes libres, en particulier à Horace TV, Berber Télévision et d'autres
organes de presse électronique, de médias électroniques. Maghreb émergent, Radio M. Effectivement, qui font remonter l'information, la vraie information. Ils servent de débat contradictoire, qui apportent des éclairages sur la scène politique nationale et sur les tenants et aboutissants de la politique générale menée par le régime actuel. On ne peut plus duper le peuple algérien. Qu'ils arrivent à avoir 1000 chaînes privées ou publiques pour berner le citoyen. Aujourd'hui, l'Algérien est connecté sur le monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux apportent la contradiction du discours officiel. Aujourd'hui, les Algériens cherchent à comprendre. Ce n'est plus une partie du pays qui est consciente politiquement des enjeux économiques, sociaux, culturels, etc. C'est toute l'Algérie aujourd'hui qui se pose des questions. Le phénomène du Hirak est un phénomène extraordinaire. Avec un seul mot d'ordre, les Algériens, des millions d'Algériens étaient dans la rue. Si ce n'est cette pandémie internationale qui est le Covid-19, qui a fait reculer effectivement le Hirak. Mais tantôt, Inch'Allah, le waba, il va disparaître du globe. Et les Algériens vont réinvestir encore le terrain. Et restez avec nous, Aïssa Rahmou, je reviens à vous dans un moment. Abdelwahab Farsaoui est avec nous, président du Rassemblement Action Jeunesse. Merci Abdelwahab d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. Alors, Abdelwahab Farsaoui, je vais d'abord vous lire les résultats de cette résolution qui a été votée, de cette motion, du vote à la motion portant sur la résolution au sujet de la situation des droits de l'homme en Algérie. Sur 694 voix, 669 pour, 3 contre et 22 abstentions. C'est un véritable plébiscite avec des points de la résolution très forts. Littéralement, on n'a jamais vu ça, une telle condamnation, parce que cette résolution va très loin, très profond, dans quasiment toutes les violations qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu. Votre réaction sur cette résolution, Abdelwahab Farsaoui? Bon, c'est une résolution, comme il vient de dire mon ami Aïssa, elle est faite par des élus du peuple. Donc, ce sont des élus, c'est une assemblée de l'Union européenne. J'ai lu cette résolution, comme vous venez de dire, c'est une résolution profonde. Donc, elle a détaillé la situation des droits de l'homme. Donc, cette résolution, elle est basée beaucoup plus sur les rapports de différentes ONG sur la situation que vit l'Algérie. Donc il y a violation effectivement des libertés démocratiques, atteinte aux droits humains d'une manière quotidienne sur le plan soit des libertés d'association, soit la liberté d'expression, soit la liberté de la presse. Donc pratiquement toutes les libertés garanties déjà dans la Constitution et dans les conventions que l'Algérie a ratifiées, elles ne sont pas respectées. Donc l'Algérie n'a pas honoré déjà ses engagements sur le plan, ses engagements internes, parce que ces libertés sont garanties dans la Constitution, et aussi n'a pas respecté ses engagements internationaux par rapport aux différentes interventions qu'il a ratifiées. Donc c'est que je pense que l'Algérie va saisir cette situation. Doit se rendre compte, le régime algérien doit se rendre compte de la gravité de la situation, parce que nous sommes arrivés au point où les violations aux droits humains et les atteintes aux libertés individuelles et aux collectives, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, ni sur le plan interne, ni sur le plan international. Donc c'est le résultat, cette mouture, cette résolution, c'est le résultat de la mauvaise gestion des affaires du pays, c'est le résultat de la mauvaise gouvernance prônée par le pouvoir algérien, notamment depuis le Hirak de février 2019, parce que ce Hirak, c'est un mouvement populaire qui a libéré les Algériens. Donc les Algériens sont réappropriés de la
de la vie. Ils ont renoué avec, avec le politique. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Malheureusement, le pouvoir, depuis, ça fait presque 2 ans, il continue à tourner le dos, à ne pas entendre et écouter les revendications du peuple algérien. Il a pris une approche purement sécuritaire en violant les libertés et les droits humains de la personne humaine. Donc, ce qu'il y a pour moi, ce sont des réalités. Et juste un point, il y a des gens qui peuvent dire que c'est une ingérence. Moi, je dis que l'Algérie a signé de différentes conventions avec l'ONU. Et l'ONU, il y a des mécanismes, il y a l'EPU, il y a des différents comités de droits humains où l'Algérie a ratifié ces accords, donc il doit être examiné. Il y a un rapport sur la situation des droits humains au niveau de l'ONU, donc c'est tout à fait normal. Même avec l'Union européenne, l'Algérie a signé l'accord d'union avec l'Union européenne en 2002, et dans cet accord, il y a l'article 2 qui stipule en toute clarté le respect des valeurs et des droits humains, en l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc réellement tout ça, ça rentre dans les engagements de l'Algérie avec les différents États, soit au niveau de l'ONU parce qu'elle est membre de l'ONU, soit avec cet espace qui est l'Union européenne. Et restez avec nous, Abdullah Valsaoui, je vais revenir à vous dans un petit moment. Alors nous allons d'abord écouter une députée européenne, puis j'irai vers Pierre Audin pour lui poser une question en particulier. Écoutons-la. Merci beaucoup. Madame Yenbou, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Début 2019 est né en Algérie un mouvement social extraordinaire et pacifique, le Hirak, qui demande une société plus libre, plus égalitaire et transparente, ainsi qu'un meilleur avenir pour l'Algérie et la jeunesse algérienne. Le Hirak est un mouvement inédit, extraordinaire et même exemplaire par l'absence totale de violence lors des manifestations sur un temps très long, ponctué de cet humour algérien si particulier. Les Algériennes et les Algériens peuvent en être fiers. La presse qui relayait ce mouvement a malheureusement été prise pour cible pour ça. Le renouveau de l'Algérie ne peut se faire en bafouant la liberté de la presse, en se servant notamment de la crise sanitaire pour accroître sa répression. Garantir la liberté de la presse, c'est s'assurer de la vitalité de nos démocraties, de la circulation de l'information, de l'ouverture d'esprit, de l'esprit critique, de la créativité et de l'éveil citoyen. En 2020, l'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse, dégringolant ainsi de 27 places par rapport à 2015. Nous voulons, par cette résolution, tout d'abord montrer au peuple algérien et aux défenseurs et défenseuses des droits humains que nous ne les oublions pas et leur manifester notre solidarité et notre soutien. Demander au gouvernement de respecter la liberté fondamentale d'informer et de s'informer. Demander à la Commission européenne et au SEAE d'adopter une position publique plus ferme, plus affirmée en ce qui concerne le respect des droits humains en Algérie, de faire tout en leur pouvoir pour convaincre les autorités algériennes de cesser les détentions arbitraires et aussi de nous informer régulièrement des évolutions. Enfin, pour finir sur une note d'espoir, rêver et s'atteler à concrétiser un nouvel avenir commun pour l'Algérie et l'Europe, en participant par exemple à des projets comme Erasmus, qui permettent de donner une chance à nos jeunesses de se rencontrer, de s'enrichir mutuellement de leur culture dans le respect des valeurs communes. Dans la langue des Algériens et avec leur fierté et l'amour pour leur beau pays, Tahia Jazair, vive l'Algérie. Merci. Pierre Audin, je reviens à vous. Alors, vous venez d'écouter l'eurodéputée Selima Yenbou qui parle du Hirak, qui était porteur de promesses d'un avenir meilleur, nous a-t-elle dit, pour l'Algérie et pour la jeunesse algérienne. Or, aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, je vous rappelle que pendant la colonisation, les Algériens ne fuyaient pas leur pays, malgré la misère, l'oppression, le colonialisme, malgré la facilité qu'ils avaient de pouvoir partir en Europe. Avec une simple carte d'identité, ils pouvaient, sans visa, sans passeport, ils restaient accrochés à leur terre, alors que maintenant, aujourd'hui, 60 ans plus tard, en 2020, toute la jeunesse algérienne ne rêve plus que de partir. Et ils prennent tous les risques.
Ils s'embarquent à bord de fragiles esquifs et beaucoup d'entre eux meurent, mangés par les poissons, comme on dit. Alors, que vous inspire ce drame, cette tragédie des Harraga? C'est une vraie tragédie parce que si on regarde bien, moi je suis revenu depuis une dizaine d'années assez régulièrement en Algérie pour faire des opérations moi je suis amateur, pour faire des opérations de diffusion des maths et diffusion de la science en Algérie. Et pour ça, j'ai travaillé avec des jeunes Algériens, des jeunes Algériens et des jeunes Algériennes, qui sont effectivement des gens plein de richesses, plein de ressources, plein de compétences, et qui essayent, a priori, de travailler pour l'Algérie, de faire avancer leur pays, et qui sont dégoûtés parce que ça ne marche pas, parce qu'on ne sait jamais pourquoi ça ne marche pas, mais finalement ça ne marche pas. Et tous les espoirs qu'ils avaient mis dans le projet qu'ils étaient en train de mener, c'est des espoirs qui sont déçus et il n'y a pas moyen d'avancer. Et donc ils se tournent vers l'étranger et ils se tournent vers autre chose, alors qu'a priori, c'est leur pays qui les intéresse, c'est construire leur pays. C'est quand même étonnant que presque 60 ans après l'indépendance, il faille encore construire le pays. Mais disons que il y a une génération qui a échoué et qu'il faudrait laisser la place à tous ces jeunes qui ont vraiment envie de construire leur pays. Comment expliquez-vous qu'une telle jeunesse... Vous savez que l'Algérie, la plus grande richesse de l'Algérie est dans sa jeunesse. Peut-être 70% de la population a moins de 35 ans. Alors, au lieu de rester dans son pays, d'investir, et Dieu sait les potentialités qu'il y a dans ce pays, tous ne rêvent que de partir. Et aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les jeunes hommes, c'est aussi les jeunes filles, les fonctionnaires, des familles entières qui s'embarquent. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer une telle tragédie? C'est la rigidité du système. C'est le système dont le Irak a dit absolument qu'il fallait qu'il dégage. Et le système s'accroche, les généraux s'accrochent, etc. Mais c'est effectivement le système qui fait ça, qui est responsable de ça. Ils ne rêvent pas, les jeunes, ils ne rêvent pas de partir. Ils sont contraints à quitter l'Algérie. Il n'y a pas moyen d'avancer en Algérie à l'heure actuelle. C'est bien ça leur problème. C'est pas un rêve, c'est une déception, c'est une obligation, c'est une contrainte qui est due au pouvoir, qui n'a fait qu'une chose depuis des années, c'est regarder quel est le cours du pétrole. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. On aurait pu utiliser le pétrole pour réussir à bâtir une économie, pour réussir à bâtir un pays. Non, ils se sont contentés de regarder le cours du pétrole pour s'en mettre plein les poches. C'est une contrainte, c'est pas un rêve. Quel est votre regard, vous, qui viviez en France et qui, depuis pas mal d'années maintenant, venez de plus en plus souvent dans votre pays, l'Algérie. Quel est votre regard quand vous le posez sur cette jeunesse, sur cette société qui n'a pas toujours été comme ça? À un certain moment, les Algériens étaient heureux, même s'ils étaient infiniment plus pauvres, ils étaient travailleurs, sobres, ils aimaient leur pays. Moi, je ne vous parle que de moi-même, par exemple. Moi, je venais en Europe depuis tout jeune, mais je n'ai jamais réussi à rester plus d'une semaine. Mon pays me manquait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas des Algériens. Et comment vous voyez-vous cette société qui en est arrivée à vouloir fuir son pays et à ne pas vouloir y revenir? Vraiment, c'est le pouvoir et c'est le système. Si on regarde, par exemple, Khaled Drahani, c'est quelqu'un qui a clairement dit que, oui, il avait des possibilités de s'en aller, mais qu'il ne voulait pas s'en aller. Oui, qu'il voulait rester pour faire son travail en Algérie, pour informer les Algériens et faire en toute conscience son travail de façon parfaitement normale, éthique. Et c'est le système actuel qui fait que non, les jeunes en particulier, ne réussissent pas à mener leur projet, à mener... Bon, voilà, Khaled, il est un journaliste intègre, honnête, qui fait son travail. Quel est le résultat pour lui? C'est d'être condamné à 2 ans de prison en appel.
C'est une médiocratie qui ne peut engendrer que la médiocrité? Oui, je crois. Je crois que c'est vraiment un objectif du pouvoir algérien à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réelle opposition. Donc, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'éducation correcte en Algérie. Les jeunes ne veulent qu'une chose, c'est construire leur pays, c'est bâtir leur pays, et c'est profiter eux aussi de la construction du pays pour eux-mêmes. Et c'est quelque chose qu'ils ne réussissent pas à voir aboutir. Et finalement, ils sont contraints, pour beaucoup d'entre eux, ils sont contraints à partir dans une barque ou dans un avion, mais en tout cas, ils sont contraints à partir. Parce que l'Algérie ne leur donne pas les perspectives qu'ils devraient avoir. Restez avec nous, Pierre Rodin. C'est incroyable de se retrouver dans un pays dans une ville comme Alger, par exemple, et de ne pas pouvoir aller au cinéma. Oui, en effet, c'est incroyable. Un pays où il n'y a plus de cinéma. Il y a un niveau culturel qui est proposé. Comment les jeunes peuvent vivre dans une ville qui ne leur propose même pas la possibilité d'aller au cinéma, quoi. Alors, restez avec nous. Je reviens à Abdelouhab Farsaoui parce que nous devons le libérer pour une dernière question. Abdelouhab Farsaoui, vous qui êtes jeune, même si ce n'est pas dans le sujet du jour, hein, vous qui êtes jeune, qui venez d'entendre Pierre Rodin nous parler, il a soulevé quelque chose de très, très vrai. Vous savez qu'en 1962, nous avions 500 salles de cinéma, 560 exactement, salles de cinéma aux normes de la métropole, ça veut dire aux normes françaises, avec des fauteuils comme en France, avec des ouvreuses, comme on dit, les placeuses, avec une buvette, avec l'orchestre, les stalles, le balcon, les loges. Nous avions 560 salles de cinéma pour une population de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, que nous sommes 40 millions, il n'y a quasiment plus de salles de cinéma. Au grand maximum, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Et encore, quelle salle? Et c'est dire pour le reste aussi, les théâtres, la vie culturelle d'une façon générale. Vous qui êtes jeune et qui êtes dans une action pour la jeunesse, comment voyez-vous ce pays qui a été totalement dévasté au point où la jeunesse ne sait même plus ce qu'est une salle de cinéma? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie d'y aller ou qu'ils aient envie d'y aller, ils ne savent même plus ce qu'est une salle de cinéma. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le constat fait par Odin. Donc parce que le pouvoir algérien, depuis l'indépendance à ce jour, il n'a jamais considéré le peuple algérien, notamment sa jeunesse qui constitue la majorité de la population, comme une force de proposition, comme une force d'action, comme un potentiel humain capable de contribuer pour le développement du pays dans tous les domaines et à tous les niveaux. Donc c'est un régime qui a essayé de casser la société, de la faire perdre ses repères, des repères identitaires, des repères culturels, tous les repères. Donc depuis après l'indépendance, surtout à partir des années 80, donc il y avait des réformes successives du système éducatif. Donc on a détruit nos enfants. Il y a des réformes aussi du système universitaire. Donc ils ont tout fait pour ne pas former des citoyens qui connaissent leur identité, leur histoire, qui connaissent leurs droits, pour qu'ils deviennent des citoyens actifs et agissants dans la société. Leur objectif, c'est bien d'abrutir la société. D'où cette politique de la déculturalisation, si je peux l'appeler comme ça, en fermant ces salles de cinéma, en fermant en réprimant les associations culturelles, les associations de jeunes, tous ces espaces d'animation pour les jeunes, donc on les ferme. Et ça, le rôle du mouvement associatif, il est très important. Et le pouvoir, depuis des décennies, il a tout fait pour étouffer le mouvement associatif et pour empêcher l'émergence d'un mouvement associatif fort, autonome, capable d'encadrer, capable d'offrir des espaces et des tribunes d'expression et d'organisation pour cette jeunesse, une jeunesse qui est ouverte, une jeunesse qui aspire à la libération, qui aspire ouverte sur le monde. Donc, heureusement, avec ces nouvelles techniques de communication,
le pouvoir durant les durant les décennies passées. Il y a le monopole sur la communication et sur l'information à travers les chaînes de télévision, les journaux. Mais avec les nouvelles techniques de communication, notre jeunesse, donc, elle est ouverte, il sait très bien ce qui se passe ailleurs, ils comprennent très bien les enjeux, donc ils ont pu échapper à ce rouleau compresseur, normalisateur du pouvoir algérien qui vise à diviser la société et qui vise aussi à abrutir cette jeunesse. Donc heureusement, cette jeunesse, actuellement, elle a compris les enjeux. Et le Hirak du 22 février, c'est une preuve que cette jeunesse elle est consciente des enjeux. Il veut apporter le changement nécessaire qui permette à cette jeunesse de l'émancipation et d'exister, de jouer le rôle en tant que force de proposition et d'action. Et personnellement, je suis confiant de cette jeunesse. Elle est capable de relever le défi et le changement va venir. C'est une question pour moi, c'est une question de temps, parce que le pouvoir algérien a puisé il a raté plusieurs opportunités pour donner une alternative concrète, réelle à ce peuple, notamment à cette jeunesse. Et aujourd'hui, la rupture, elle est consommée. Les jeunes, la société d'une manière générale, ne croient plus à ce régime. Donc le changement du régime, pour moi, c'est une nécessité historique. Et le Hirak, ce mouvement révolutionnaire inédit qui a suscité l'admiration du monde entier, est une opportunité à ne pas rater. Donc c'est bien qu'on réfléchisse comment on peut faire aboutir ce mouvement, ce Hirak, à moyen et à long terme. Et merci. Juste une parenthèse par rapport, si vous permettez, oui. Concernant l'intervention de la députée, moi j'aurais aimé, ou je souhaite, même à ce qu'il y aura, j'aurais souhaité à ce que ce genre de débat existe dans nos assemblées, dans notre assemblée, sur la situation des droits de l'homme, sur la situation des libertés. Dommage, c'est des choses qui n'existent pas, parce que réellement en Algérie, il n'y a pas une démocratie effective, il y a une démocratie de façade, avec des institutions de façade, et avec un pluralisme politique de façade, et un mouvement associatif de façade. Toutes les forces progressistes démocrates qui cherchent autonomes dans leurs décisions, ils sont marginalisés, ils sont étouffés. Merci beaucoup. Merci, au plaisir de vous retrouver, Abdelwahab. Alors, Nourdine Aoussat, avant d'en arriver à la question que je voulais vous poser, parce que c'est très important et j'ai vraiment envie d'écouter votre avis, un de mes amis à qui j'ai posé la même question que celle que j'ai posée à Pierre Audin, lui dit pourquoi les jeunes veulent-ils partir maintenant alors qu'il y a tout en Algérie? Alors que du temps de la colonisation, on n'avait que des poux et on marchait pieds nus dans la rue, les gens ne partaient pas, ils s'accrochaient à leur terre, à leur famille. Il m'a dit quelque chose qui m'a littéralement choqué. Il m'a dit, tu sais pourquoi? C'est inconscient. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus le choix. Ou ils entrent en violence contre l'oppresseur, ou ils s'exilent. Il m'a dit, du temps de la colonisation, on est entré en violence, parce que c'était l'ennemi. Mais là, ceux qui protègent l'ennemi sont nos enfants. Oui. Les policiers, les militaires, ce sont nos enfants. Alors on ne peut pas entrer en violence contre nos propres enfants, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'exile. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a effectivement une part de vérité dans cela, d'autant plus que ces jeunes-là, même s'ils n'étaient pas vivants du temps de la décennie noire ou rouge, en tout cas elle est les deux à la fois, noir et rouge, au moins ils ont écho de cela. Ils ont grandi dans les conséquences de cela, donc ils n'ont en quelque sorte aucun espoir. Donc la décennie noire est passée, elle a laissé des ravages dans le pays, et le plus grand ravage, il est d'ordre psychologique. Il est d'ordre, je dirais, des émotions, des sentiments. C'est que l'Algérien ne croit plus en son pays, et il a exactement ce que ce monsieur a dit, le choix entre deux choses. Soit lutter pacifiquement, ou et c'est pour ça que le Hirak a suscité autant d'engouement. Absolument. Parce que c'était la façon de lutter pacifiquement. Absolument. Donc il y a ces deux, je dirais, résultats de cette décennie,
et ce qu'il a suivi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est resté en état d'urgence jusque pratiquement au mois de novembre 2011. Oui. C'est-à-dire qu'on est resté presque pendant 20 ans en état d'urgence. Oui. Et donc, ça a donné le résultat du Hirak, pacifique, exemplaire, magnifique, et il a donné en même temps donc ces haragas qui, à un moment... Je rappelle, pendant le Hirak, il n'y avait plus de haragas. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est arrêté totalement les haragas. Totalement, le haraga s'est arrêté totalement. Parce que l'espoir était revenu. Voilà, l'espoir, quand l'espoir est revenu, il n'y avait plus de haraga. Et pourtant, les conditions sociales, les conditions économiques, elles étaient les mêmes. Elles étaient les mêmes. Mais c'est dans la tête que ça se passe. C'est dans le cœur que ça se passe. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à ce malheureux pays. Exactement. Et je crois que c'est le ravage et le mal, le pire de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué cet espoir en cette jeunesse. Alors que la jeunesse, en principe, ça devrait être le synonyme de jeunesse. Absolument. L'espoir et la jeunesse devraient aller de pair. Absolument. Alors, Nordine Aoussat, sur cette résolution, donc ils vont nous accuser d'ingérence, enfin ils vont accuser le Parlement européen d'ingérence, alors qu'en fait, non, puisqu'il est question de convention, de traité. Absolument. Alors ? Donc, deux choses. J'aimerais juste rajouter quelque chose à ce qui a été dit tout à l'heure concernant Macron. Oui. Il est ici d'en parler parce que la question que tu lui as dit, c'est en porte-à-faux. Je dirais c'est plus qu'en porte-à-faux, cette résolution du Parlement européen. C'est une réponse cinglante, c'est une réponse brutale à Macron. À Macron, oui. Macron devait, ses oreilles doivent sonner, siffler à la lecture quand il apprendra cela. Au moment où il dit qu'il soutient le courageux Tebboune, le Parlement européen, à son écrasante majorité, avec des résolutions claires, donc lui dit non, il n'en est rien. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection de la Constitution, même le référendum, c'est truqué. Tout à fait. Ouais. Donc là, c'est juste une petite parenthèse par rapport à Emmanuel Macron, et je dirais qu'elle est bienvenue, cette résolution du Parlement européen. Sinon, nos téléspectateurs, surtout nos compatriotes, parce que moi, quand je dis concitoyens, c'est par rapport à la France. Hein, oui. Voilà. Et quand je dis compatriotes, c'est par rapport aux Algériens. Donc les Algériens, je les appelle mes compatriotes. Hein, donc mes compatriotes doivent comprendre qu'en Europe, vous avez le Parlement européen dont le siège est à Strasbourg, la Commission européenne dont le siège est à Bruxelles, et plus les autres sièges, celui du secrétariat au Luxembourg et la Banque centrale européenne à Francfort. La Commission européenne, c'est des hommes politiques. Oui. C'est des hommes politiques, c'est-à-dire désignés par leurs pays respectifs, les États respectifs. Oui. Et le président de cette commission est élu. D'accord. Mais les parlementaires européens, ce sont des députés élus par le peuple de base. C'est-à-dire au suffrage universel, ouais. Dans leur pays, la France a un certain nombre d'élus par les citoyens français et les Françaises, les Belges pareil, etc., etc. Donc cette résolution n'a rien à voir ni avec Macron, ni avec son gouvernement, ni avec les États ni avec européens. Ses représentants au niveau de Ce sont les l'Union peuples. européenne. C'est le peuple Ce sont les européen. représentants des peuples. Ce sont les représentants des peuples européens, dont parmi eux, il y a 40 millions de musulmans, je dirais. D'ailleurs, elle a dit, comment elle s'appelle, Madame Salima Yembou, voilà. Elle a dit pour qu'ils sachent que nous ne les oublions pas et que nous sommes à leur côté. Tout à fait. Et elle a bien terminé son intervention en disant « Vive l'Algérie ». Vive l'Algérie. Nous, les peuples européens, voilà. On n'oublie pas le peuple algérien. Voilà. Ouais. Donc il n'y a pas d'ingérence. C'est de peuple à peuple, ce n'est pas d'État. Déjà, exactement. Oui. Cette précision, elle est importante à avoir dans l'esprit. Ce n'est pas la Commission européenne, mais c'est le peuple européen qui a Alors, et ce régime algérien, pourquoi il signe des conventions, des traités, des accords
par lesquels il s'engage à respecter les droits de l'homme, le droit de la presse, la liberté de la presse, les ceci, les cela, et qu'il ne respecte pas après, et qu'il condamne ceux qui le condamnent. Exactement, c'est la question de quand on est irresponsable, on peut voter des constitutions et s'asseoir dessus. Les piétiner. On peut signer des conventions et s'asseoir dessus. On peut signer des conventions et s'asseoir dessus. On peut prendre des résolutions et s'asseoir dessus. Mais pourquoi ne les signe-t-il pas tout simplement? Pourquoi il dit non, moi je ne signe pas? Non, parce que... Là, il attire l'attention sur lui? Parce que c'est ça, c'est le système algérien. Il y a l'officieux et l'officiel, il y a le façade et le réel et le virtuel. Autrement dit, kdhab. Voilà, الكذاب. Il est possible de dire les choses. Donc regardez, on fait même référence au code pénal algérien, notamment les articles 75, 79, 95. Vu le pacte international relatif aux droits civiques signé par l'Algérie, vu ceci, vu cela, tout ce qui relève, qui a un lien avec l'Algérie. Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine, la Déclaration des droits de l'homme de 48. La convention avec la Ligue arabe. Voilà, la Ligue arabe, l'Union africaine. Et après... Plein de professions de foi. Si Jamal dit juste quelque chose. Oui. Comment il s'appelle? Khaled Tazarart, il a été libéré quand? C'était avant-hier. 3 jours, je crois. Oui, ouais. Avant-hier. Oui. Hier, c'était mercredi, avant-hier, mardi. Je pense qu'il a été libéré mardi. Oui. Il est là. Nous prenons acte de la libération de Khaled Tazarart. C'est des gens vigilants. Pour montrer la vigilance, oui. Le professionnalisme et le sérieux. Et le sérieux, c'est la résolution 6. On prend acte de la remise en liberté provisoire depuis l'adoption par le Parlement européen le 28 novembre 2019. Donc, pour voir qu'ils sont là, ils montrent ce qui engage l'Algérie. Ils n'oublient pas de rappeler s'il y a des gestes positifs qui ont été rappelés. Oui. Alors, Assia Gueshoud, nous parlions tout à l'heure de cette opportunité que va donner cette résolution aux hirakistes algériens de l'Europe et du monde entier, mais surtout en Europe, puisque c'est une résolution du Parlement européen, pour pouvoir agir sur les gouvernements européens, leur dire d'arrêter de... Mais je vous laisse dire, je ne vais pas... À votre avis, en quoi cela va vous aider? Oui, alors, M. Benchenouf, pour moi, cette résolution, c'est un cadeau. D'accord. Voilà, c'est véritablement un cadeau, en fait, qui est offert au Hirak, qui va nous permettre finalement, qui reconnaît qu'il y a de la répression, qu'il y a des arrestations arbitraires, qu'il y a de la contestation, parce que c'est rappelé aussi dans cette résolution, et qui va nous permettre de mettre des pressions sur les différents gouvernements, notamment le gouvernement français, la Commission européenne. Alors, je vais reprendre en fait certains faits. Moi, personnellement, je vais utiliser cette résolution parce que c'est un travail d'avocat qui a été fait au préalable, notamment Maître Sofiane Choueter, que je salue vraiment parce qu'il fait un travail formidable à l'international. Donc lui nous a offert la possibilité d'avoir une résolution qui va nous permettre civilement d'avancer nos pions. Finalement, la balle est de notre camp. Nous sommes actuellement en position de force avec cette résolution. Donc, je vais pouvoir me retourner vers la Commission européenne, qui n'est pas le Parlement européen qui représente les citoyens européens, mais les États, par rapport à la formation des policiers algériens. Parce qu'actuellement, il y a une polémique autour de ce sujet. L'Union européenne a financé et a formé les policiers algériens sur la cybercriminalité, contre tout ce qui est, vous savez, pédophilie, etc., sur les réseaux sociaux, etc., etc. Le but, c'était de les former contre la cybercriminalité. Ça a été utilisé par le régime, par la police algérienne, pour traquer les activistes. Donc, absolument. Et ça va être l'objet d'une prochaine émission. Je me permets de vous interrompre 2 secondes. C'est qu'il a été découvert, révélé par Middle East Eyes,
que l'Union européenne ne forme pas la police algérienne et la gendarmerie pour traquer les cybercriminels, non. Elle les forme pour devenir des cybercriminels. Ça veut dire comment la gendarmerie et la police peuvent créer de faux comptes, de faux nez comme on dit, comment ils peuvent infiltrer les comptes des gens, les espionner, les débusquer, etc. Ça veut dire, ça va être l'objet d'une prochaine émission, mais je vous laisse poursuivre. Oui. Mais, M. Benchenouf, au départ, nous savons bien que l'Union européenne ne souhaitait pas former la police algérienne pour traquer les activistes. C'était simplement pour traquer les cybercriminels. Oui. Mais ça a été détourné par ce régime et par la police algérienne pour traquer les activistes du Hirak. Donc ça, c'est un sujet. Donc vous allez faire une émission, ça va être très intéressant. Un autre sujet, c'est la vente d'armes anti-émeutes au régime algérien. Donc, par exemple, la France a 128 licences d'entreprises privées qui vendent des armes à l'État algérien. Donc, c'est ces entreprises-là qui équipent la police algérienne avec tout ce qui est taser, etc. Mais c'est utilisé aujourd'hui contre les manifestants pacifiques, contre des civils. Donc, à nous d'interpeller finalement la Commission européenne grâce à cette résolution, pour prouver que c'est utilisé justement contre les manifestants et qu'il y a de la répression, qu'il y a des arrestations arbitraires, pour que ces ventes d'armes cessent. Voilà, donc c'est parmi les exemples, mais il y en a des dizaines. Et finalement, je vous dis, pour moi, j'étais très heureuse de cette résolution. Quand on parle d'ingérence, il y a un an encore, c'était assez tendancieux. Et justement, nous avons été, moi personnellement, j'ai reçu des dizaines et des centaines d'insultes suite à ma présence au Parlement européen. Je pense que le peuple algérien a très bien compris que le mot ingérence aujourd'hui utilisé par ce régime, et il en fait la propagande simplement pour ne pas répondre à ses responsabilités. D'ailleurs, il y a un an, j'ai porté une plainte contre l'ancien ministre de l'Intérieur parce qu'il nous avait traités quand nous étions au Parlement européen, et j'ai la plainte sous mes yeux, je l'ai préparée justement pour vous, c'était M. Dahmoun. Il nous avait traités de pervers homosexuels, traîtres et mercenaires. Oui, en effet. Voilà. Et il avait dit qu'il nous connaissait un par un. Donc, c'était clairement des menaces. Quand on dit à quelqu'un, quand on me dit qu'on me connaît et qu'on sait où je me trouve, c'est que c'est des menaces indirectes. Oui. Donc, à ce moment-là, nous avions porté une plainte. Moi, personnellement, je l'ai portée en mon nom. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Je pense que le peuple algérien a très bien compris que ce n'était pas de l'ingérence. Nous avons fait ce travail pédagogique d'expliquer que le régime algérien, que l'Algérie avait signé des pactes, des conventions et qu'elle était tenue de les respecter. Donc ça fait partie, cette résolution fait partie justement de ces pactes et de ces conventions, et que l'Algérie dépasse finalement et viole tout ce qu'elle a promis. Donc nous allons faire ces rappels régulièrement. Je conseille aussi toute la diaspora de bien profiter de cette résolution. Comme je vous le dis, c'est une aubaine. Il y a tout de même 669 députés qui ont voté pour cette résolution. Et restez avec nous, Assia Guichoud. Je reviens à vous pour le mot de la fin, qui va commencer à partir de maintenant. Un dernier tour de micro. 2 minutes pour chaque invité. Aïssa Rahmoun, voilà, c'est le dernier tour de micro. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en moins de 2 minutes? Ah, nous l'avons perdu, c'est dommage. Alors, Pierre Audin, on essaye de joindre Aïssa Rahmoun pour le mot de la fin. Pierre Audin, le mot de la fin en 2 minutes, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Pardon, Pierre Audin, on ne vous entend pas. Là, on m'entend? Voilà, là, on vous entend. Bien, donc c'est bien court, 2 minutes pour faire une conclusion. Je ne sais pas si on peut vraiment faire une conclusion, mais disons qu'il y a quand même quelque chose qui m'étonne profondément, c'est l'alliance objective de l'Algérie avec le Maroc. Je pense qu'on pourrait en parler vite fait sur les libertés et sur la liberté de la presse. Je pense qu'Omar Radi se trouve dans une situation très comparable à celle de Khaled Drarani, par exemple.
C'est-à-dire que quand on a affaire à un journaliste qui fait son métier de façon consciencieuse, les pouvoirs marocains ou algériens se retrouvent très très bien. Il y a une espèce d'alliance objective sur la façon dont ils procèdent. Et je pense que c'est bien la preuve que ce pouvoir est complètement déconnecté du peuple et qu'il faut absolument qu'il passe la main et qu'il laisse le peuple s'exprimer, décider, faire sa propre constitution, ses propres institutions, et ne pas en passer par le vieux système qui a prouvé qu'il n'était pas capable de mener à bien l'avenir de l'Algérie, quoi. Merci Pierre Rodin, au plaisir de vous retrouver. Aïssa Rahmoun est avec nous. Aïssa Rahmoun, dernier tour de micro en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'y aura pas un dernier mot dans une révolution. Absolument. La révolution est toujours continue et permanente, surtout dans le cas algérien. Beaucoup de nos amis, beaucoup de jeunes pensent que c'est bon, c'est fini, on doit rentrer chez nous avec l'intronisation de Tebboune et le passage en force de leur constitution. Un des indices les plus forts, c'est le retour du phénomène de Haraga. Mais non, la révolution, elle se fait par plusieurs paliers, avec plusieurs méthodes de travail. Et l'une des révolutions est en train de se faire par votre canal respectable qui est Awaras TV, par d'autres de vos confrères et d'autres journaux électroniques. C'est la révolution du débat, c'est la révolution des vérités, c'est la révolution de la dénonciation, de la pédagogie. On doit rester sur cette prise de conscience collective pour la renforcer, la consolider, être très solidaire entre nous. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, on va gagner. Merci Aïssa Rahmoun, au plaisir de vous retrouver. Assia Geshoud, dernier tour de micro, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Oui, alors en 2 minutes, ce que je peux vous dire, c'est que le combat continue. Il ne faut pas lâcher. Il faut se dire que là, nous avons, comme je vous ai dit, un véritable cadeau qui va nous permettre d'avancer concrètement, efficacement, en attendant qu'en Algérie, la rue puisse reprendre et que les manifestants puissent porter leur voix à l'extérieur. Donc nous, la diaspora, nous devons continuer ce travail. Et il reste encore long. Il y a du chemin à faire. Et Daoula Madania, Mesha Askaria, voilà ce que je peux vous dire. Merci Assia Geshoud, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Nourdine Aoussat, pour le coup, le mot de la fin. Le mot de la fin, déjà, je remarque, je dirais, comme ça a été dit par donc le camarade concitoyen Aïssa Rahmoun, il n'y a pas de mot de la fin, ça continue. Donc, ce n'est pas fini. Tant que ce pouvoir n'est pas parti, tant que l'État... D'ailleurs, il y avait, je crois, une faute d'orthographe, mais comment dirais-je, c'est un lapsus orthographique qui est intéressant et qui dit que le Hirak milite pour un État civique. Il a écrit civique. Au lieu de civil. Donc c'est la seule, moi... Parce que État civil, ça n'a pas de sens, État civil. Oui. Mais en français, État civil... Oui, moi j'ai trouvé ça un peu... C'est magnifique, un État civique. Comme lapsus. Ils n'ont pas dit État civil, mais ils ont dit un État civique. Parce que c'est le cas, parce qu'on a affaire à un État voyou. Absolument. On a affaire à un État voyou. Vous pensez, Nourdine Aoussat, que ce régime va finir par partir en douce, pas par la violence? Vous pensez qu'il finira par partir plutôt que tard? Absolument, absolument. Donc le 1er novembre, le référendum, c'était un deuxième 1er novembre 5 juillet 2019. Absolument. C'était un hirak massif. Oui. Il n'y avait pas de marche. Oui, mais un boycott... Dans les réseaux sociaux, ils ont marché. Comme il est dit, il est dit que le mouvement de protestation s'est poursuivi sur les réseaux sociaux. Le hirak, il est toujours vivant. Oui. Il n'y a pas de marche, bien sûr. Oui, je terminerai aussi par ça, par faire, je dirais, des doigts, donc pour que Rabbi yahfad al-blad ta'na, parce qu'apparemment, la pandémie, elle fait des ravages
des morts rien que dans mon quartier. Oui, oui. C'est quotidien, Oui. quotidien, chaque jour, dans le petit quartier seulement de mes parents, on l'entend. Donc qu'Allah soulage les malades, les guérisse, et que les morts, Inch'Allah Rabbi yarhamhum, et patience, courage, solidarité entre Algériens. Et Amin Rabbal Alamin, et je profite justement pour rappeler à nos chers amis que nous avons perdu Alwi Omar, un grand hirakiste de Biskra, un militant très très attaché à son pays et à son peuple, qui a tout donné. Nous saluons sa mémoire et nous présentons nos condoléances à sa famille. Barakallahu fikum, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Nourdine Aoussat, merci à Issa Rahmoun, merci à Asia Geshoud, merci à Pierre Audin, merci à Abdelouhab Farsawi, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, salama.